Oh, quelqu'un semble creuser dans ma prairie. Seul un blaireau réalise de tels travaux de terrassement. Plusieurs galeries donnent accès au terrier. Il choisit un terrain en pente pour faciliter les déblais. Les racines d'arbustes et d'arbres évitent les éboulements de ces galeries. Les tunnels aboutissent à des chambres aux usages bien précis. Ces chambres disposent d'une litière épaisse qu'il change très régulièrement. En voici quelques restes. Si sa vue n'est pas fameuse, son odorat est exceptionnel. Aussi, à sa première sortie du soir, il hume méticuleusement l'air, il vérifie qu'il n'a aucun danger à craindre. Son odorat lui offrira une image olfactive, un peu comparable à l'image visuelle que nous offrent nos yeux. À la moindre alerte, il courra se réfugier dans son bunker souterrain. Une figure de clown. Sans les deux grosses bandes noires qui lui barrent la figure, sa tête serait toute blanche. Courte queue comprise, adulte, il peut atteindre 70 à 90 cm. Avec 12 à 15 kg pour 30 cm de haut, il est déjà le plus grand mustélidé d'Europe. Son corps massif et trapu, à carrure d'athlète, présente même jeune une couleur poivre et sel. Le jour, il se blottit dans les chambres de son terrier profond, véritable forteresse, son château. Plusieurs galeries en assurent les liaisons, sortie et aération. Un talus lui offrira de pouvoir facilement repousser les terres de déblais, parfois volumineuses, et les racines d'arbres lui serviront de charpente. Chaque chambre pourra servir un usage particulier. La chambre principale, soit le donjon, servant au repos. Blaireau change les litières de feuilles et d'herbes sèches, il regarnit les sols toutes les 2 à 3 semaines et les maintient très propres. Son habitation ne présente pas les odeurs particulières qui caractérisent les terriers des renards, par exemple. Souvent, le blaireau dispose d'un ou l'autre terrier secondaire à bouche unique, non loin du principal. Il sert de chambre de repos momentanée. Ses besoins, il les fait dans des latrines extérieures, pour qu'il creuse, proche de l'entrée en hiver, plus éloigné en été. À l'encontre du chat, par exemple, il ne recouvre pas ses déjections. Des latrines disposées à la limite de son territoire peuvent servir à en marquer les frontières. Le blaireau délimite et défend en effet un territoire exclusif à son clan. Le clan est constitué en moyenne de 3 à 5 individus adultes et de 2 à 5 jeunes. Certes, il voit moins loin avec son nez que nous avec les yeux. C'est pourquoi il court souvent la truffe au ras du sol. Il a en effet mémorisé les odeurs des pistes qu'il parcourt systématiquement. Un escargot a traversé sa piste, il le détecte, le suit à sa trace, s'en régale, puis revient sur son chemin de ronde usuel. Il se sert aussi de l'odorat pour marquer les limites de son territoire. Chaque individu est doté de son odeur propre, musc sécrété par ses glandes anales. L'odeur spécifique de son groupe, obtenue en mélangeant les odeurs personnelles de ses membres par frottement de leurs glandes respectives. Incapable de chasser, il ne court pas bien vite. Il consomme des insectes, limaces, escargots, nids de guêpes qu'il déterre. Champignons, batraciens, petits rongeurs, serpents, racines, bulbes, fruits. En fait, il se nourrit principalement de lombriques. Oui, de vers de terre.
pour 80 à 85% de son alimentation à certaines périodes. En fait, il s'agit d'un omnivore très opportuniste. Les agriculteurs qui protègent leurs champs n'ont pas à craindre de dégâts de cet amateur de leur plant de maïs dont ils ne mangent que les grains à l'état pâteux. Notre ami raffole de souris, mulots et autres rongeurs. Il repère leur nid peu profond au travers du sol et est parfaitement équipé pour les déterrer. Par contre, à la chasse-poursuite, il se montre moins efficace. Notez que ces images sont tournées en lumière et caméra infrarouge. Le chasseur ne voit pas, lui, des yeux lumineux. La poursuite se passe quasiment dans le noir. Malgré sa souplesse relative, toutes les poursuites ne sont pas couronnées de succès. Heureusement, pense la musaraigne qui s'éloigne prudemment. Pour creuser son château souterrain, il procède à reculons, raclant le sol des griffes puissantes dont sont dotées ses pattes, les pattes avant surtout. Sa forteresse, riche de plusieurs chambres reliées par diverses galeries de liaison, sera agrandie régulièrement, pouvant atteindre une profondeur de 3 mètres, voire plus après plusieurs générations d'habitants. Dans le donjon aura lieu la mise bas. À l'âge de 2 ans, les femelles peuvent engendrer. Mais fait remarquable, la blairelle est fécondée jusqu'à une dizaine de mois avant le vrai départ de la gestation. Le développement de l'embryon ne s'amorçant que 2 mois avant la délivrance. Ce phénomène se nomme ovo-implantation différée. Celle-ci s'avérerait salutaire en cas de mort accidentelle du mâle. De 2 à 3 blaireautins voient le jour vers février sur cette litière fraîche. Seule la blairelle assume l'élevage des jeunes, fort fragiles à la naissance, aveugles et sourds, incapables de régler leur température. La fermentation de la litière augmente la température de ce nid douillet jusqu'à 16 à 18 degrés. Vers leur 6e semaine, soit l'apparition des premières dents de lait, les jeunes, allaités par leur mère, commencent à grignoter des nourritures régurgitées. Sevrés vers 3-4 mois, ils passent les premiers mois près du terrier et s'y réfugient à la moindre alerte. Jeux et poursuites occupent les heures d'absence de leur mère, qui revient régulièrement au terrier pour les allaiter. Graduellement, les jeunes suivent leur mère à la recherche de nourriture. Notons aussi la forte mortalité durant la première année, surtout le premier hiver du blaireau. Ajouté aux ravages sur nos routes, ceci explique la relative stabilité des populations. Voici une sympathique visiteuse, nocturne elle aussi, grande amatrice de souris, mulots, musaraignes. Elle et sa nichée en consomment 4 à 6 par nuit. Heureusement pour elle, elle a bien plus de succès à la chasse. Normal, elle a une vue aussi extraordinaire que l'odorat de notre mustélidé. Une tête qu'elle pivote à plus de 180 degrés, un vol absolument silencieux, des crocs acérés, elle est la terreur des micro-mammifères. C'est la chouette effraie, frayeur des souris. Elle ne la trouve vraiment pas chouette. Le clan se montre souvent tolérant envers le renard et accepte que Goupil, bien moins habile terrassier, squatte une de ses chambres proche de la surface. Ceci lui a d'ailleurs valu bien des soucis. Dans les années 80, il s'est fait gazer en même temps que son locataire, poursuivi pour le fait de transmettre la rage. L'an dernier, la renarde a donné naissance à 6 jeunes. Mais l'hiver venu, seul un a survécu aux multiples dangers naturels.
des pelotes de réjection d'un hibou grand-duc l'accusent formellement d'avoir dévoré au moins un renardeau. Très probablement plusieurs successivement. Ils sont mignons, les renardeaux. Et voilà, c'est la dure loi de la nature. L'espèce humaine a presque oublié les ravages de la mortalité infantile. Les animaux de la nature y sont inexorablement confrontés, ce qui d'autre part tient leur population en équilibre, quand l'homme n'intervient pas trop brutalement. Se toiletter est une tâche intense pour notre animal qui, très propre, passe un temps important à inspecter minutieusement toutes les parties de son corps. Pas un pouls ni une salissure ne sera toléré, ni sur lui-même ni sur ses comparses. L'hygiène est primordiale dans leur communauté. Il s'agit d'un travail mutuel pour que chaque partie du corps soit inspectée et nettoyée. Ce gai bichonnage a lieu bien souvent au petit matin, quand les chasseurs individuels se retrouvent en famille, avant une bonne journée de repos.